Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Hello Astrid, on se retrouve. Salut Chloé. Je dis on se retrouve parce qu'on a déjà fait un épisode ensemble dans Pod, donc mon autre émission de podcast, pour parler des coulisses du média podcast, un média qu'on adore, que toi t'as arrêté, mais je vous laisse aller écouter l'épisode pour savoir les raisons. Il sortira tout bientôt, je vous informerai sur Audace aussi de toute façon. Aujourd'hui, on se retrouve sur Audace pour parler de ton expertise, Astrid. Je suis contente de t'avoir au micro. Moi aussi. Tu vas nous donner plein de clés, plein de tips, plein d'actions à faire dès aujourd'hui pour prospecter, pour vendre, pour faire de l'argent, de la moula. Et ça, on adore. On adore, absolument. Aller chercher, en effet, un business florissant, un business qui est rémunérateur. Et d'aller chercher, en fait, d'aller accompagner des femmes entrepreneurs à oser gagner de l'argent, à aimer ça et à faire, en effet, de la prospection un acte aussi fluide que de communiquer, que de mettre du temps sur son produit ou son expertise. Exactement. Trouver du plaisir d'en vendre. C'est le challenge du jour. Ouais, c'est Astrid, parti. Avant ça, dis-nous un mot sur toi. Donc, tu fais 20 ans d'expérience dans le secteur les plus compétitifs, la mode, c'est juste ? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment en termes de vendre la mode, c'est hyper concurrentiel, absolument. De nos jours particulièrement, non ? Il y a 20 ans, déjà aussi. Hein. Oui, en plus les canaux étaient différents. Ouais. Maintenant, c'est à bout de doigts, on a envie de dire, avec le social média, on a l'impression qu'on peut vendre tout à bout de doigts, mais c'est pas forcément si facile. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être omnicanal, comme on dit, être aussi bien B2B, avoir un développement retail, enfin wholesale, tu vois, de boutiques multimarques, tout en ayant une image forte pour pouvoir vendre vendre en ligne, en direct. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a des prix très dithyrambiques. Hein. On peut trouver du cachemire à 80 € comme à 550. Donc, c'est pas évident de pouvoir défendre des prix, donc il y a beaucoup qui est lié à la désirabilité à la mode, et c'est un vrai sujet subjectif, intangible, fluctuant. Donc, l'art du teasing, l'art justement de l'envie, de créer cette envie chez le consommateur. Aujourd'hui, tu es je vais te laisser te présenter en fait. Est-ce que c'est toujours le secteur de la mode uniquement ou Non, pas du tout. Pas du tout. Merci de me donner l'occasion de faire un gros disclaimer. Je suis experte en développement commercial. En effet, riche d'une carrière de 20 ans dans la mode. Mais aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs qui viennent toutes de secteurs créatifs. Donc, j'ai envie de dire des femmes sensibles, créatives, mais elles peuvent être dans le service. Elles peuvent être graphistes, web designers, elles peuvent être photographes, elles peuvent être dans la communication à 360 et elles peuvent être aussi dans le produit. J'ai quelques clientes qui sont stylistes de mode, mais j'en ai aussi qui sont dans de la céramique ou dans des bijoux. Donc le point commun plutôt, c'est vraiment ces femmes talentueuses, expertes de leurs produits ou de leur expertise, et de les accompagner vers vraiment aller chercher un business, aller vraiment chercher une rentabilité des clients en étant à l'écoute de qui elles sont. Pourquoi toi, la mode est devenue ton sujet central, ton sujet de prédilection ? Alors vraiment, moi, toute petite fille, je rêvais de travailler dans la mode. Ça me faisait rêver. Excuse-moi, j'ai dit la mode, mais je veux dire la vente. Pourquoi est-ce que la vente est devenue ton sujet aujourd'hui d'expertise ? Ouais, la vente, écoute... quand j'ai commencé mes études, en fait, très vite, j'étais plutôt une littéraire, je venais d'une famille littéraire, et je me dirigeais plutôt vers des métiers de communication, attaché de presse, ce genre de choses. Et en fait, c'est lors d'une expérience chez Paul Smith, où j'ai vu que la presse me plaisait pas tant que ça, puis d'une autre expérience chez Burberry, où il y avait une opportunité de stage rémunérateur en showroom, donc à la vente, où on m'avait vendu pas du tout du rêve, des photocopies et des cafés à apporter aux clients, que j'ai eu cette première
expérience showroom, client. Et là, pour le coup, j'ai adoré. J'ai adoré le relationnel, j'ai adoré le concret, j'ai adoré le fait de vendre une collection pour un magasin qui allait revenir avec des taux de revente, des chiffres d'affaires à aller chercher en croissance idéalement. J'ai vraiment aimé ce lien entre l'humain, le relationnel et la vente. Et donc, très vite, dès mes 19 ans, je me suis dit, waouh, la vente, en fait, c'est bien plus chouette que ce que je pensais. Et je me suis lancée dans une carrière en allant chercher des postes plutôt de commercial. Donc, ça a été chez Chloé à Paris. Et puis après, je suis arrivée à Anvers, où après avoir un petit détour en retail, en boutique chez Yohji Yamamoto, une très belle boutique, donc une expérience terrain-magasin, donc un client final différent que ce que après j'ai retrouvé dans ma carrière chez New Look Fashion Deal, qui est une super belle agence à Anvers, où là j'ai travaillé pendant plus de 11 ans dans un showroom à vendre aux boutiques multimarques. Oui. Donc à vendre aussi bien des premières lignes à partir de showrooms parisiens comme Kenzo, Ungaro, Azzaro, que de vendre à partir d'Anvers des secondes lignes et des collections super, aussi bien accessoires d'ailleurs, Jérôme Dreyfus, chaussures Siba et Chloé, que prêt-à-porter, Vanessa Bruno, voilà, plein de marques. Et donc du coup j'étais une sorte de machine à vendre. Première ligne, seconde ligne, je te coupe, mais... Ouais, première ligne, c'est les marques plus chères, les marques plus défilées, premium, voilà. C'est ça. Ok, très bien, pardon. Non, tu vois, voilà, sans rentrer dans les détails. Ouais. Mais en tout cas, ça a été une expérience où je vendais 8 à 9 mois par an, quoi. J'étais tout le temps en train de vendre des précos, des mainco, des resorts, à partir de Milan, à partir de Paris, à partir d'Anvers. Et j'allais aussi pas mal sur la route, rencontrer des clients. Et donc, j'ai appris énormément et j'ai dépassé beaucoup de peurs, beaucoup de croyances limitantes. J'ai pu très souvent être impressionnée devant des grands Hollandais, de devoir prendre mon téléphone pour appeler justement en néerlandais des clients, aller faire de la route toute seule, alors qu'en plus au départ conduire c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc je vois vraiment c'est quoi toutes les fragilités, les barrières, les freins et voilà. Et ensuite à mon compte en tant qu'entrepreneur, j'ai pris sous mes ailes des marques dont notamment Collectors Club, et là j'ai dû aussi refaire tout toute seule, sans même d'ailleurs la structure et le poids d'une agence. Donc aller vraiment toute seule sur la route, toute seule organiser un showroom, alors accompagner des filles de la marque évidemment, mais d'avoir vraiment seule quand même sur mes épaules cette responsabilité d'un développement B2B, quoi. Donc une expérience hyper riche et hyper structurante de mon approche aujourd'hui, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autoriser les femmes à, elles aussi, croire que c'est possible, qu'elles aussi, elles peuvent aller sur le terrain, elles peuvent faire ces coups de téléphone là où elles sont effrayées et elles n'ont pas le modèle, quoi. Ça va être super intéressant. Tu vas nous détailler un petit peu toutes les techniques, vu que tu as fait le calling. Tu as fait le porte-à-porte. Ouais. Tu vas nous dire aujourd'hui ce qui fonctionne et ce qu'on doit faire. Mais avant ça, pourquoi tu penses, toi, que vendre, c'est aussi dur émotionnellement? Parce que, comme tu l'as dit, tu as des profils créatifs ou sensibles. Et c'est des profils qui ont particulièrement du mal à vendre. Donc, c'est un peu bloquant. Ouais. Vendre, c'est jamais un problème de compétence. Ça, vraiment, je le pense, parce qu'elles me disent beaucoup ça. Je ne sais pas faire, je n'ai pas appris. Vendre, c'est un problème de relation à soi. Et c'est pour ça que du coup, je me sens pas du tout consultante. Je me sens vraiment coach, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le cœur de mon métier. C'est de les accompagner dans le fait de débloquer la peur d'être jugé, la peur de ne pas être légitime et à reconnaître la valeur de ce qu'on fait. En fait, qu'est-ce qui bloque les femmes à vendre? C'est le fait qu'elles ont été formées à faire des photos, à créer des bijoux et pas forcément à se mettre en avant. Et du coup, elles associent très souvent la vente à de la manipulation, au fait d'être pushy, au fait de perdre leur authenticité. Alors qu'en fait, moi, ce que j'explique, c'est que vraiment la vente, c'est l'envie de partager un message, l'envie de prendre la parole pour dire quelque chose. Et en réalité, quand on est clair et aligné, vendre devient une conversation, tout simplement. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais beaucoup doutent de leur valeur et du coup, vendre devient inconfortable. Oui, ça devient sale ou intrusif. Ouais. Absolument. Donc, je dégomme aussi tout ce qui est tabou, préjugé sur la vente. La vente en français, la 3e définition du mot vendre, c'est trahir. Tu sais, il a vendu ses complices à la police. Son amour.
Ouais, exactement. Donc vendre a une mauvaise presse. C'est pas, ça pue un peu. Il y a quelque chose comme ça. Alors que tu peux te dire que vendre, c'est accompagner ton client vers un service, c'est l'aider à acheter, c'est répondre à un besoin, c'est l'écouter. Voilà. Donc comment les accompagner vers ce lien à l'autre et cette fierté aussi de ce qu'elles ont à proposer. Pour le mettre en avant et avoir envie, par exemple, que leurs bijoux soient portés par un plus grand nombre. Donc, c'est vraiment ça. Parfois, il y a aussi la peur d'être rejeté, en fait, que les gens nous disent non, c'est moche, c'est trop cher, j'aime pas. Et donc ça, c'est très important aussi pour moi de leur apprendre au fait que ce qu'elles proposent, c'est une offre, c'est pas elles. Même si parfois, le nom de leur marque, c'est elle-même. Mais moi aussi, ma page Instagram, c'est Astrid Lefebvre. Je vends aussi mes services de coaching. Et pour autant, ce n'est pas moi. C'est une partie de ce que j'ai à proposer. Donc voilà, donc c'est important de dissocier ce que je fais de mon offre et se mettre, moi, Astrid Lefebvre, au service de mon offre de coaching. Comme une créatrice de bijoux peut avoir 1000 casquettes, celle de la communicante, celle de la créatrice de bijoux, celle de la comptable. Et elle met parfois sa casquette de commerciale au service de la créatrice, au service de celle qui a fait une super belle collection de bijoux. Très clair. Et donc, tu déconstruis ça avec tes coachés pour dire vraiment non seulement la technique de comment on va aller vendre, comment on va aller se vendre. Bah oui. Est-ce qu'on est dans se vendre ou est-ce qu'on est dans se vendre, c'est très mal connoté. Quand tu regardes la définition de se vendre, c'est ça, c'est un peu l'idée de perdre son âme au diable. Et l'idée n'est pas de se vendre dans le sens de se prostituer ou de se livrer à l'autre. C'est l'idée de comment je communique à l'autre. Moi, j'aime bien dire que vendre, c'est communiquer sur son offre. Oui, parce qu'à l'heure du personal branding, le personal branding, c'est aussi ce que j'expérimente pour moi. C'est mettre les éléments de sa vie qu'on souhaite au service de son business. Moi, quand je fais des petites stories où je cours avec ma fille, c'est parce que j'ai envie de parler de joie et que la joie fait partie des piliers et des valeurs que j'ai envie de communiquer sur mon business. À tes coachés, tu leur dis quoi? De partager ce genre de... Ça dépend. Non, je donne pas de conseils. Je les accompagne sur qu'est-ce qui fait sens pour elles et sur justement définir leur ADN de marque, même quand elles sont dans le service. Leur produit est leur page Instagram, c'est celle à prendre d'une marque et c'est donc un média. Et donc, qu'est-ce qu'elles veulent? Et c'est un espace de prise de parole. Moi, je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est pour une raison. Et la raison, souvent, c'est cet espace qu'on s'est offert pour prendre la parole, pour dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux dire sur ta page Instagram? Et évidemment, chacun définit ce qui fait sens pour lui, quoi. Oui, et ça peut être aussi absolument pas une stratégie de faire du personal branding. Absolument pas. Tu ne dois pas du tout incarner. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend que ça, parce que tout va, mais c'est vrai que tu peux vendre totalement sans faire du personal branding. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi une vente saine? Une vente saine, c'est quand tu réponds justement à un besoin. C'est quand ton client est ton allié et ton ami, qu'il est ravi d'acheter. C'est quand tout le monde est content dans l'aventure. Et c'est évidemment ça qu'il faut aller susciter. À qui vais-je apporter du bonheur, en fait? Quelle personne je soulage, je guéris, je donne de la joie quand je lui vends mon produit? On imagine bien une photographe, elle peut apporter énormément de satisfaction, énormément de joie à un couple qui se marie, par exemple, ou même à une professionnelle comme moi qui a besoin de photos jolies sur Instagram. Moi, quand je reçois les photos, je la remercie et je suis ravie de payer sa facture, tu vois. Et ça, c'est une vente saine. Donc voilà, une vente saine, c'est une vente où tout a été clairement défini au départ, où on se parle sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que c'est important d'oser sortir un peu de sa grotte et de clarifier son message pour justement attirer les personnes qui vont parler le même langage, qui vont un peu vibrer la même énergie, quoi. Oui, d'avoir de bons personnages. Ouais, bien sûr. Donc, tu dirais en premier lieu, pour donner une idée, un tip, c'est peut-être de clarifier sa plateforme de marque. Tout à fait. Première étape, faire une plateforme de marque déjà. Ouais, absolument. Pour moi, le sujet numéro 1, c'est pas les canaux de vente, c'est ta clarté. C'est à qui je parle, quel problème précis je résous. Vendre, c'est répondre à un problème, c'est répondre à un besoin. Donc, c'est ça le sujet. Et c'est à qui je parle,
quel problème précis je résous et dans quelle mesure, moi, je suis la bonne personne pour le faire. Et donc ça, c'est déjà hyper important de comprendre ça. Et puis après, je pense que c'est important de se frotter à la réalité de marché, à la réalité de concurrence. Ah bah vraiment, c'est en testant. Il faut y aller. Là, c'est important. Il faut y aller, il faut regarder, il faut observer, il faut savoir ce qui se fait, il faut écouter, il faut demander. Prenons un exemple. Je ne sais pas, par exemple, une photographe, c'est important de savoir c'est quoi les prix qui sont pratiqués. Et après, dans quelle mesure il y a des photographes qui demandent 2500 € la journée et d'autres 500 €. Qu'est-ce qui définit? Quelles sont leurs singularités? Et comment moi, je veux me définir? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et trop souvent, les femmes, elles ont besoin d'être applaudies avant de monter sur scène. Par exemple, elles auraient besoin qu'on les encourage à facturer 2500 € avant de se l'autoriser. Mais la réalité, c'est dans quelle mesure tu peux être à l'aise avec le fait de facturer 2500 € ton photographe, mais du coup, quel client est prêt à ça? Quelles sont les marques qui vont faire ça? Et qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur pour que ta prestation de service elle soit à 2500 €? Parce que c'est tout à fait possible d'être une photographe qui facture autant. 2500 € par rapport à 500 €. Ce que j'essaye de déconstruire aussi beaucoup, c'est ces mots comme c'est cher ou pas cher. Ça veut rien dire. Un iPhone, c'est hyper cher et tout le monde en a un. Ou inversement, est-ce que tu aurais demandé en amont à quelqu'un, est-ce que tu serais capable de mettre 1200 € dans un téléphone? Il te dirait non et puis en fait, il le ferait. Donc, la version de cher ou pas cher, elle est jamais juste. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la clarté, quoi. Et en plus, c'est la clarté dans ton message qui va aussi créer naturellement ces opportunités. Je crois beaucoup aussi dans le magnétisme, dans le fait qu'on peut être magnétique quand on a justement beaucoup de clarté. Pour moi, c'est toujours ça le sujet numéro 1. Avoir un message clair, avoir des valeurs fortes, avoir une mission clarifiée. Pour moi, la vision, c'est le phare. C'est quoi le phare? C'est quoi la lumière qui vient guider ton chemin entrepreneurial? Et après, d'ailleurs, les objectifs, c'est la route. Mais les objectifs, ils peuvent changer tout le temps. Et puis, la to-do list, ça sera les steps, quoi. Ça sera les pas que tu fais. Oui. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir déjà ce phare. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui avancent avec du faire. Je vais faire du contenu, je vais faire un nouveau produit, je vais faire un photoshoot, un nouveau shooting, je vais faire une collection pour hommes, je vais faire un salon à Copenhague. Voilà, je vais faire avant même d'avoir défini qui elles sont vraiment et qui elles sont au service de leur entrepreneuriat, au service de leur marque ou de leur service. Donc pour moi, cette idée de clarifier sa vision, d'aller chercher son phare, c'est l'étape numéro 1. Tu peux donner un exemple si on garde la photographe, disons. Ouais. Clarté, le message clair, les valeurs fortes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Quelle cliente t'as envie d'avoir? Je veux être photographe de femmes entrepreneurs pour des portraits. Okay. Voilà. Donc, tu clarifies à quelle cliente tu apportes de la valeur. Et puis, femme entrepreneur, ça veut dire aussi beaucoup de choses. À quel niveau de femme entrepreneur tu as envie? Donc, voilà. Donc, définir ton fameux persona, ton fameux client de cœur, en fait, avec quelle femme. Avoir plusieurs des personnages? Ouais, mais pas trop. Pas trop. Pas trop. Je pense que quand on s'éparpille, c'est ça, exactement. Je pense que quand on s'éparpille, on perd en clarté. Oui. Parce que c'est pas la même communication aussi. Oui, donc ensuite, tu as un message hyper clair pour parler à cette femme-là. En fait, tu la visualises, tu la connais, tu la comprends. Ça aussi, c'est hyper important. Tu connais et tu comprends ta cliente. Ça veut dire du coup que tu l'écoutes, que tu vas lui parler et que tu sais c'est quoi ses besoins. Voilà, là, par exemple, une femme entrepreneur, ses besoins, c'est d'avoir des portraits ou justement des photos en mouvement ou des photos quand elle fait un workshop. Voilà, quels sont ses besoins, quelle est la prestation que je peux lui apporter. Elle a besoin de photos qui fassent autant hiver que été. Voilà, donc dans quelle mesure je peux lui apporter de la valeur, je peux lui apporter du contenu et des idées aussi. Et puis, dans quelle mesure, c'est quoi les valeurs que j'ai, moi, en tant que photographe, qui vont matcher avec cette fille-là, avec cette cliente potentielle. Et ça, donc du coup, je trouve que c'est important de comprendre les valeurs qui nous animent, quoi. Oui, là quand même, l'humain, bien sûr, rentre en ligne de bien entendu. Bien entendu. Et moi, j'ai toujours choisi une photographe 80% sur l'humain. J'ai pas du tout regardé ce qu'elle faisait avant. Ah oui, c'est ça. À peine. Parce qu'en plus, ce qu'elle faisait avant... Oui.
ce qu'elle a déjà fait. Enfin, je trouve que toutes les photos sont jolies. Enfin, tu vois, je me sens pas du tout experte. Après, une photo jolie, bah, je me dis non, c'est la fille qui est jolie. Enfin, tu vois, moi, je n'ai pas forcément l'œil pour savoir qu'est-ce qui est un bon photographe, par exemple. Je me prétendrai pas du tout experte là-dessus. Donc, du coup, c'est plutôt une femme que je vais choisir, l'artiste, quoi. Mhm. Et on est nombreux à réagir comme ça. La vente, c'est aussi évidemment de l'émotionnel. Évidemment, et moi, je martèle ça surtout sur mon émission Pod, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que les experts qui passent au micro d'un podcast, pas forcément du mien, mais d'un podcast, souvent ils connectent avec l'audience émotionnellement. Et c'est vrai que quand tu penses à quelqu'un après, bah, tu vas tendance à avoir faire appel à cette personne. Je pense souvent à pas mal de médecins qui sont passés, qui me disent ma base de patientèle a boomé après la sortie de l'épisode. Parce génial. que ouais, c'est gai, ça prouve qu'en fait, le fait de parler de soi, de ses valeurs, de son parcours, bah, ça crée un lien d'attachement et puis de conversion un peu qui est en dehors de mes mains, mais tant mieux. D'où l'intérêt du personal branding de temps en temps, tu vois, de savoir l'utiliser pour parler de soi. Mais on peut parler de soi, enfin, on peut choisir de quoi on veut parler de soi pour justement être que ce message-là, il soit au service de son offre et de ce qu'on veut proposer. 100%. L'acte de vente, pour toi, ça peut être joyeux? Ah bah, pour moi, la vente, c'est hyper joyeux. Hein. C'est justement aller vers l'autre, c'est aller à l'écoute, c'est créer du lien, c'est répondre à un problème, c'est lui apporter un service, c'est lui apporter de l'aide. Moi, quand j'étais, par exemple, dans le vêtement, j'étais hyper contente des collections, hyper enthousiaste, je les trouvais très belles. Et d'ailleurs, je vendais en les portant, en leur montrant des silhouettes, en leur montrant des propositions de look, d'ensemble. C'était hyper important pour moi de montrer ce vers quoi ils pourraient aller, en fait. Pas juste de dire, regardez, c'est un pull bleu, telle matière, 2 manches. En fait, ils ont des yeux pour ça. Mais du coup, de venir proposer voilà, des looks, des ensembles, du merchandising. Donc, c'est très joyeux que d'offrir à l'autre. Enfin, moi, j'avais trop envie que ces magasins, elles puissent avoir tous ces vêtements dans leur boutique. Et moi, dans le service maintenant, en tant que coach, je suis extrêmement excitée par mon programme d'accompagnement et j'ai très envie d'offrir cette capacité de transformation que j'offre avec le coaching à un plus grand nombre. J'ai très envie, je suis très excitée quand j'ai des appels découvertes, de savoir c'est quoi leur problème, dans quelle mesure je peux être la bonne personne ou pas d'ailleurs pour elles, dans quelle mesure ça pourrait matcher. Et si ça marche, c'est une vraie joie. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup d'adrénaline dans la vente. Parce qu'il y a aussi des déceptions, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça aussi parfois qui effraie beaucoup. C'est que moi, pour 8 appels découvertes, parfois j'en signe 2 et l'une dans 6 mois et l'autre dans 4. Donc, il y a ça aussi, la réalité de la déception, des efforts à fournir. C'est ça parfois qui fatigue. Et ça, je l'entends. Hein. Mais c'est hyper important d'avoir justement cette énergie d'y aller, de faire confiance et puis à un moment de lâcher. J'aime bien d'ailleurs ces 3 mots. Agir, faire confiance et lâcher. Parce que lâcher, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon prix, c'est pas la bonne personne au bon moment. Et donc tout ça, on ne le maîtrise pas. Donc moi, j'ai déjà toqué à des magasins où ils n'avaient pas envie de ça. C'était pas le bon moment. Et puis 2 ans après, ils ont pu devenir clients de la marque. Pareil sur le coaching. Moi, je peux parler avec des femmes qui aimeraient bien travailler avec moi, mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Ou elles parlent avec moi et elles se rendent compte que ça n'accroche pas. C'est pas ce qu'elles attendent, c'est pas ce qu'elles voudraient. En fait, elles préféraient plutôt une formation Instagram, quelqu'un qui les accompagne sur Instagram, que sur vraiment le développement commercial et la relation à elles-mêmes. Bon bah voilà. Là, moi de lâcher, quoi. Donc, mais agir, faire confiance, lâcher. Tu recommandes de baisser son prix ? Non, pas du tout. Pour moi, c'est... Même du cas par cas, je veux dire... ça dépend. Ouais, c'est ça, en fait, ça dépend. Mais j'aime pas cette croyance que si c'est pas cher, c'est plus facile à vendre. Beaucoup l'ont. C'est pas du tout vrai. Ça dépend encore une fois dans quel contexte. Mais par exemple, je sais pas, j'ai peut-être un cliché en tête, mais une clientèle flamande d'un certain milieu, si le restaurant il est pas cher, elles iront pas. Et si la photographe elle est pas chère, elles trouveront ça suspect, évidemment. Non, le prix c'est une question le bon prix, c'est le bon prix versus la bonne cliente. C'est ça le sujet.
le bon prix versus la bonne cliente en adéquation avec le bon produit, en fait. C'est vraiment cet alignement, en fait, qui est très important. C'est pour ça qu'on parle de clarté. C'est que la clarté amène l'alignement. Bon, en effet, je vois des gens qui font des vestes sur mesure, produites en Belgique, où en fait la veste va coûter, je sais pas, 700, 800 euros, et après ils font des photos sur iPhone, sur une copine un peu bien foutue. Bah, c'est pas aligné, en fait. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Quand tu vends une veste à 700 euros, tu te mets dans un niveau de marché où tes concurrents sont un tel et un tel, donc il te faut des photographes professionnels, donc il te faut des mannequins très belles. En fait, il y a un moment donné où c'est important, cet alignement. Donc encore une fois, cette clarté dans ton message. Et ça, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Mais le prix, mais c'est pas plus facile de vendre des t-shirts à 35 euros que des blazers à 450 euros. Ça, je le pense pas du tout. Passons aux pratico-pratiques, si tu le veux bien. Ouais. Le temps file, je vois, et on avance. Quand tu entreprends et tu as besoin de clients, par quoi tu commences? Est-ce qu'il faut d'abord travailler ton offre ou aller sur le terrain, te confronter au marché? Ah bah, aller sur le terrain, te confronter au marché pour définir ton offre. Et si tu as plusieurs potentiels clients qui disent c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, tu dis quoi? Tu réévalues ton offre? Ah bah, déjà, tu dois comprendre pourquoi il dit ça. Et trop de femmes ne posent pas assez de questions. Je trouve qu'on ne nous a pas assez appris à poser des questions. Pourquoi, par exemple, le c'est trop cher, pour moi, il ne veut rien dire. Donc, pourquoi c'est trop cher? Par rapport à quoi? Par rapport à quelles attentes? Par rapport à quel niveau d'expertise ils souhaiteraient? Par rapport à quel résultat ils voudraient atteindre? On peut l'imaginer, une photographe de mariage, typiquement, tu peux avoir des couples qui se disent bah, tous nos potes ont des iPhones, on ne va pas prendre une photographe à 2000 euros, prenons une photographe, je ne sais pas, à 300 euros la journée. Ce n'est pas un poste qui est important pour nous. Bah, ils ont le droit de dire ça. Et inversement, il y a des gens qui vont se dire c'est le jour de ma vie qui est hyper important. J'ai envie d'avoir des photos super qualitatives. Ça pourra me servir aussi sur mes réseaux. Ça pourra me permettre de faire des albums photos qui seront des cadeaux pour mes grands-mères. Et j'ai envie d'investir sur ce budget-là, en fait. J'ai envie d'avoir une photographe vraiment exceptionnelle. Voilà, personne n'a tort ou a raison. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'il faut aller rencontrer ton client. Et donc, trop souvent, parfois, les créatifs, ils sont dans leur bulle et ils n'ont pas de connaissance de qui sont les gens qui pourraient mettre tant d'argent. Donc, c'est hyper important de connaître son client et même de l'aimer, quoi, d'avoir une vraie affinité avec lui. D'abord, où est-ce que tu trouves ton client? Ça dépend un peu du produit ou du projet, j'ai envie de dire. Mais en ouvrant ses oreilles, en étant dans du networking, du réseau, parfois sur Instagram. LinkedIn, j'imagine. LinkedIn, évidemment, tous les réseaux sociaux. Les clients, c'est nous, c'est les humains. Ils sont partout. Tu es à la sortie de l'école que tu vends tes services. Ça peut être... vraiment... Ça dépend de quel est ton produit et quel est ton projet, mais tu peux trouver tes clients vraiment partout, surtout si c'est clair dans ton message. Ensuite, tu trouves ton client, tu recommandes, toi, d'aller face-to-face? Bah oui, toujours, hein? ouais, bien sûr. De se déplacer, de se voir, pas un visio, pas un call? Non, l'idée, c'est de créer du lien. Okay. L'idée, c'est de créer du lien. Donc, en effet, c'est d'aller rencontrer les gens. Après, ça peut être des visios, évidemment, parce que je trouve que la visio, ça fonctionne super bien. Mais en effet, j'ai envoyé un mail à 250 boutiques. Bah, ça, c'est horrible. En plus, ça a une capacité d'être hyper déceptive qui est fragilisante, en fait. Ça me fait toujours peur. On a besoin de protéger notre énergie. Donc, quand on met l'énergie d'envoyer un email pour 250 personnes et qu'on en attend c'est le meilleur moyen d'être malheureux, en fait. C'est d'avoir des attentes qui seront déçus. Donc plutôt cibler 10 clients, d'aller sur place, de les rencontrer, de les voir. C'est fondamental. J'ai eu pas si longtemps au téléphone une fille en appel découvert qui veut vendre ses cachemires dans des hôtels. Tu vas dans ces hôtels, tu connais les gens qui vont dans ces hôtels, tu connais le staff de ces hôtels, tu connais comment les CEO ils font leur budget dans ces hôtels. Bah non, mais c'est une super idée parce que non. Bah non, en fait, moi par exemple, Astrid, j'en sais rien si c'est une bonne idée de vendre des cachemires pour le personnel d'hôtel. Donc il faut que tu y ailles, il faut y aller, quoi. Et du coup, elle allait prospecter, aller voir cet hôtel la semaine d'après. Mais c'est exactement ça, il faut y aller, en fait. Essayer de rencontrer et de savoir c'est quoi la réalité d'un vêtement porté dans un hôtel 5 étoiles. J'aime bien l'idée, j'aime bien quand tu prends des cas pratiques comme ça, photographe, une personne qui veut vendre
du Cachemire, c'est très parlant. Disons maintenant, vraiment, je dois signer 3 clients en 30 jours. Quelle action je fais cette semaine? Disons, une personne qui vend des formations. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Alors peut-être une personne, disons, qui vend des bijoux, mais peu importe le produit en soi, qui se lance. Ouais. Alors déjà, j'aime pas les objectifs où tu n'as pas le contrôle sur l'objectif. Je trouve que c'est très maltraitant. De dire, je dois signer 3 clients en 30 jours, tu ne sais pas si tu vas signer 3 clients. Personne ne le sait. Donc c'est hyper maltraitant parce que tu peux vraiment être... Par contre, c'est... Qu'est-ce que tu peux faire pour aller chercher tes 3 clients en 30 jours? Donc moi, mon objectif, ce serait de te challenger sur combien de contenu tu vas faire, combien de newsletters tu vas envoyer, combien de coups de téléphone, combien de soirées networking tu vas faire, combien de clients actuels tu peux relancer pour qu'ils te marrainent, combien de clients, d'anciens clients tu peux recontacter pour avoir des reviews qui te feront du contenu. Pour moi, c'est tout ça. Des actions. C'est quelles sont les actions qui sont en ton contrôle, qui peuvent te permettre d'aller, je te le souhaite, chercher 3, 5 à 10 clients dans le mois. Mais moi, je me challenge toujours combien d'appels découvertes, combien de masterclass gratuites, combien de masterclass payantes, combien de collaborations avec un groupe One, un hors norme, un rollercaster, je peux aller stimuler. Combien de fois je contacte The Nine pour essayer de proposer quelque chose. C'est ça. Parce qu'après, je peux faire une formation chez Hors Norme et faire 0 client. Je peux faire une formation chez Hors Norme et faire 4 clients. En réalité, là-dessus, je n'ai pas de contrôle. Soyons honnêtes. Par contre, j'ai du contrôle sur le fait de relancer Aurélie, de lui parler, de lui proposer un truc, de voir avec elle 6 mois à l'avance. Voilà, ça c'est en mon contrôle. Donc ça, je trouve que c'est très important de définir ça avec mes clientes parce que souvent, on se maltraite. Le mot paraît fort, mais il est juste en se disant il faut absolument que je fasse 3 clients ce mois-ci, on est déjà le 5. Et cette pression qu'on se met, on se met dans cette énergie de manque, dans cette fragilité et elle n'est pas du tout aidante. Est-ce que tu vois une erreur régulièrement? Qu'est-ce que les gens négligent le plus dans la vente? L'alignement. L'erreur que je néglige, l'erreur que je vois, c'est de croire que c'est pas normal d'avoir peur, alors que c'est OK d'être inquiet et qu'on peut s'accompagner avec la peur. L'erreur que je vois, c'est de rester trop seul et donc de se trouver nulle et donc de se blâmer et de se garder toute petite. D'où l'importance de se faire accompagner. Moi, dans mes accompagnements, je propose aussi ce canal WhatsApp où j'ai des vocaux et je pense que c'est très, très aidant de pouvoir échanger avec moi ou même d'ailleurs de faire des messages et de s'écouter parler. Ça permet déjà parfois de résoudre son problème. Donc pour moi, les erreurs que je vois, c'est ça, c'est se garder petite, c'est de ne pas s'autoriser, c'est de se laisser enfermer dans ses peurs ou dans ses croyances, de je sais pas faire, j'aime pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, et de se dire mon problème c'est que je sais pas vendre, qui permet parfois de pas remettre en question son produit. Et moi j'aime bien dire non mais vendre ça s'apprend. Par contre, est-ce que ton produit il plaît? À qui? Quand, quelle expérience positive as-tu déjà eue en vente et comment on peut aller multiplier ça, quoi. Donc voilà, les erreurs que je vois aussi, c'est pas la pensée trop court-termiste. Quelqu'un qui faisait des biscuits et qui avait pas, qui savait qu'elle devait aller vers l'industrialisation et vers peut-être donc du coup une nouvelle recette et qui procrastinait ça et qui créait du contenu, de l'image de marque, alors que en réalité c'était pas ça la priorité, quoi. Je trouve que l'erreur numéro 1, c'est de s'éparpiller. Évidemment, et l'éparpillement, c'est vraiment la meilleure. C'est une manière très subtile, pernicieuse de s'auto-saboter, en fait. C'est de faire beaucoup de choses, mais de ne pas faire la chose qui fonctionne. C'est-à-dire, la chose qui est importante pour ton business, c'est d'aller chercher des clients, d'aller chercher du chiffre d'affaires. Et c'est ça. Et souvent, elles sont là, non, mais ça sera une nouvelle collection ou un autre photoshoot. Et elles mettent des espoirs, des attentes de chiffre d'affaires sur tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ça la priorité. Donc oui, hyper important d'être honnête avec soi-même, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est beaucoup plus doux quand tu es accompagné, quoi. En tout cas, moi, j'essaie de mettre beaucoup de bienveillance, parce que je sais à quel point c'est compliqué d'être entrepreneur, mais c'est ça, quoi, de permettre de les accompagner sur le fait d'être
qu'elles soient aussi fières de leurs produits, fières d'elles. J'ai déjà eu une cliente qui faisait des maillots de bain et on a creusé et au final, elle n'était pas très sûre de son maillot de bain. Elle trouvait que les petites coutures pétaient un peu. Et donc, du coup, ok, en fait, tu sais pas vendre si t'es pas à 100%, si t'es pas 100% fan de ton produit. Donc, dans quelle mesure tu vas chercher des nouvelles doublures, une nouvelle prod, un nouveau modèle? C'était challengeant, évidemment, confrontant. Mais c'était ultra nécessaire pour ensuite arriver sur un modèle hyper abouti qui pourra plaire à un plus grand nombre. Ok, donc quand même investir, quitte à retarder un petit peu le process de vente. Ouais, en tout cas, il faut être content de son produit. Il faut être hyper content de son produit. Il faut que son produit il réponde à une satisfaction client. C'est sûr. Comment définir son prix? Ça, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais, surtout ne pas oublier de se payer. Dans son prix. Trop souvent, les femmes mettent un prix trop bas et c'est à cause de la valeur qu'elles mettent sur elles. Donc, ce manque d'estime d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment un de mes combats. En fait, il y a trop de femmes qui font des trucs géniaux, qui sont talentueuses et qui ne se payent pas, qui vivotent. Donc, vraiment, pour moi, c'est hyper important de réussir à les accompagner sur le prix. Le prix, ça dépend encore une fois de ce que tu fais. Mais c'est quand même la réalité de tes coûts. Et donc, dans tes coûts, ton salaire, la réalité par exemple du transport, de la logistique, si tu as des matières premières, donc tout ça c'est à prendre en compte. Après il y a quand même la réalité du marché, la réalité du marché, la réalité de la concurrence, ça c'est hyper important. Et puis la réalité du client final, qui est le client final qui est prêt à payer ce prix. Parce que l'idée c'est pas de dire regarde je fais des iPhone housse, des coques iPhone et tout le monde te dit elles sont trop belles et quand tu dis et moi je leur dis tout de suite oui mais est-ce que tu l'achèterais et à combien tu l'achèterais? Et là, il y a des filles qui achètent des housses iPhone à 65 € et il y a des filles qui mettront 15 €. Donc, qui sont les femmes qui peuvent mettre 65 € dans une housse iPhone qui serait très jolie et très travaillée? Voilà, donc c'est aller chercher la cliente qui est prête à payer le prix que je propose. Et sachant que elle n'est pas plus difficile, je veux dire, elle est dans des environnements différents, mais c'est, par exemple, c'est pas plus compliqué de vendre à 15 € que de vendre à 65 € en réalité. Ça, c'est aussi des croyances qu'on peut avoir, quoi, qu'on peut avoir. Très juste, très juste. Quelle est la différence entre, genre, relancer et être hyper pushy? Hyper pushy, c'est quand toi-même, tu te sens mal à l'aise. Pour moi, ça veut rien dire être pushy. Tu te sens mal à l'aise dès que tu vends? Oui, ça dit, si tu te sens mal à l'aise dès que tu vends, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, en ton produit, que tu n'es pas heureux de le partager. Et c'est là où il y a un vrai problème, un vrai sujet de coaching. Et donc, contactez-moi parce que c'est vraiment ça le sujet. Mais, entre insister et proposer. Ouais, moi, je pense que l'idée, c'est qu'on attend une réponse. Et donc, du coup, je trouve qu'on peut demander aux gens est-ce que vous avez bien reçu mon email? Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu de réponse. J'aimerais savoir ce qu'il en est pour vous. On peut le tourner de manière sympa, en fait. Et il y a un moment donné, on peut aussi dire est-ce que votre silence signifie un manque d'intérêt pour notre collaboration? Puis-je avoir un retour? Je suis sur d'autres sujets en ce moment, j'ai besoin de clôturer celui-là. Je trouve qu'on peut exprimer tout ça de manière sympathique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser différents canaux, une fois un email, une fois un SMS, une fois un message Instagram, parce que c'est vrai qu'on peut louper des emails, louper des messages WhatsApp et louper des messages Instagram, vraiment. Donc ne pas avoir peur de faire ça et essayer d'aller chercher la rencontre en fait. Et suite à une rencontre, on a le droit d'avoir une réponse. En effet, moi je trouve que c'est important. Moi je fais des appels découvertes avec des filles qui me disent qu'elles sont intéressées, je fais un email et après j'ai pas de réponse. Honnêtement, j'essaye d'avoir une réponse en fait. Et d'ailleurs, je relance comme ça en disant si c'est pas le bon timing pour toi, juste let me know. Mais en fait, je travaille avec un nombre limité. J'ai des filles en attente. Je voudrais juste savoir en fait, parce que je suis persuadée qu'il y a des histoires de timing et de contexte. Donc, mais j'ai envie d'une réponse. Donc ouais, j'insiste. J'ai pas peur d'insister. Et voilà. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je lâche l'affaire parce que ça m'intéresse plus. En fait, ça m'intéresse plus du coup de travailler avec cette personne, quelque part. Ça va, t'as ta réponse, quoi. Ouais, bien sûr. Mais le truc aussi de dire j'ai des filles en attente, tu vois, de laisser
un peu la pression sans que ce soit toi qui dis écoute, c'est maintenant ou jamais. C'est juste de dire j'ai que 5 places disponibles ce mois-ci. Ouais, Est-ce que tu vas être partie de ouais, celle-là ou pas? ouais, Et comme dire aussi les early bird pour les formations, dire ouais. voilà, jusqu'au 15, c'est un tel prix, après, c'est un autre prix. Absolu. Ça, c'est des stratégies que tu proposes, Ouais, que bien tu sûr, conseilles? bien sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est des conseils qu'on peut trouver partout, hein. Moi, j'aime bien dire quand même que ce que je propose, moi, je suis pas conseillère, hein. Je suis plus consultante, quoi. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans du discernement, dans des décisions personnelles et dans ce qui résonne pour vous, en fait. Parce que si je leur dis, bah, tu peux mettre une deadline à 10 jours et que la fille dit, oh non, non, je trouve ça abusé, je veux pas faire ça, bah, surtout ne le fais pas, en fait. Ne le fais surtout pas. Le film Gourou qui vient de sortir, qui remet en question, moi non plus je l'ai pas vu, mais qui remet en question voilà, le coach qui a l'air d'imposer ou de dire à l'autre ce qu'il a à faire. Le coaching, c'est pas du tout ça, hein. C'est amener vers du discernement et vers de la relation à soi, en fait. C'est ça qui est pour moi très important. Mais encourager à l'action. Ça, je pense que c'est hyper important. Dans les erreurs classiques, quelle est l'erreur numéro 1 que tu retrouves beaucoup chez les entrepreneurs femmes? Associer son produit ou son offre avec soi-même. Penser que si on dit non, on me dit non. Que si on trouve ça pas beau, c'est moi qu'on trouve pas belle. Et vraiment de prendre personnellement, émotionnellement des choses qui ne le sont pas. Et donc de remettre un cadre professionnel, c'est extrêmement aidant. C'est ton offre. Moi, je fais des masterclass. Après, je demande des feedbacks. Les filles, elles ont le droit de dire, et je leur dis d'ailleurs, vous pouvez trouver que cette masterclass, elle était redondante, elle m'a rien appris de nouveau. Ça ne dira rien de moi, Astrid. Ça dira quelque chose de l'atelier Clarifier sa vision que j'ai animé le 3 février chez CM. Et donc, j'aurai des apprentissages à prendre. Je ne dis pas que ça ne va pas me blesser, hein. Mais c'est une offre que j'ai proposée. Un atelier Clarifier sa vision. C'est tout. Et il a le droit d'avoir plu et de pas avoir plu. Il y avait des filles qui étaient à 2 ans d'entrepreneuriat, d'autres à 8. Elles ont le droit d'être arrivées avec des attentes différentes. Donc, à moi d'être à l'écoute de ça, en fait. Donc, hyper important. Beaucoup de gens ne demandent pas des feedbacks. Oui. Ça, pour moi, c'est ça aussi, écouter son marché. Oui. C'est demander des feedbacks. Mets-moi une note, vraiment, clairement, entre 0 et 10, tu me mets une note. Ça dit des choses assez claires. Et puis après, demander des... Mais voilà, la fille qui dit 5, la fille qui dit 9, c'est pas pareil, quoi. Est-ce que tu vois un truc récurrent qui sabote tout? Le manque d'audace. Le manque d'audace. Le fait de pas oser, le fait de pas s'autoriser le droit à l'erreur. Pour moi, c'est ça qui sabote. Qui te dit, tu vends pas, tu lui rends service, ça peut aussi aider, dire tu vas pas vendre, en fait, tu veux lui rendre service, donc vas-y. Ouais, bien sûr. Ouais, dans quelle mesure tu rends service à ton client quand tu lui proposes ça ou ça? Est-ce que tu as envie d'expérimenter ça? Est-ce que tu as envie de de te mettre en lien? Mais pour moi, le sujet numéro 1, c'est quand même l'action et l'action juste. Ça, c'est hyper important. L'action juste qui part justement de cette envie de générosité. Vendre est un acte généreux. J'aime bien aussi cette phrase de dire qu'en effet, vendre, c'est proposer à l'autre. Et du coup, en effet, tu vois, moi là, à partir du mois de mars, je vais lancer un nouveau format qui sera un challenge sur 21 jours où il y aura justement une première semaine où ce sera hyper important de clarifier ton offre et la kiffer. Une deuxième semaine où ce sera hyper important de comprendre tes peurs, de te comprendre pour avancer, de te connaître pour avancer, de déboulonner justement les préjugés, les croyances, tout ce qui te limite par rapport à la vente. Et la troisième semaine, d'être vraiment dans l'alignement et l'action et d'aller vendre et chercher des clients, faire ses coups de téléphone. Oui. Moi, j'ai aussi des photographes qui veulent vendre qui voudraient être dans des galeries d'art et elles ont un peu cette posture passive d'attendre que des galeries les contactent. Et je peux croire ça. Ça aussi, c'est parfois une pensée ou un préjugé de croire que mon produit va être tellement génial que les gens vont aller vers lui. En réalité, aujourd'hui, c'est tellement saturé un peu dans tous les secteurs que c'est hyper important que d'aller chercher tes partenaires idéaux. Et donc d'y aller, de faire ses coups de téléphone à ces 10 galeries. Et ça fait peur, en fait. Oui, et combattre son syndrome de l'imposteur. Ouais, bien sûr. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est vouloir être dans des chaussures plus grandes. C'est de se vouloir faire passer pour Andy Warhol. L'idée n'est pas de faire ça. L'idée, c'est de revenir dans tes chaussures à toi. Parce que l'idée des choses trop grandes, c'est que tu tombes, tu marches mal, ça fait mal. Donc non, tu reviens dans tes chaussures à toi et tu dis exactement ce que tu es. Tu pars de ton histoire personnelle pour aller chercher des galeries qui t'excitent, qui te plaisent, que t'aimes, quoi. Avant de finir sur les dernières petites questions, je vous invite, si vous aimez notre échange, à commenter, à mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode à quelqu'un qui est justement dans le besoin de
de vendre, qui fait ça, d'aimer ça, de prospecter et de prendre plaisir à faire ça. Astrid, avant de finir avec les questions un peu croustillantes, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettais tous tes liens en description. Instagram, astrid.lefebvre, mon site internet www.astridlefebvre. J'ai aussi une M-Vendre Letters que j'envoie tous les vendredis où je parle justement beaucoup mindset, confiance en soi, amour de soi et vente. Donc Instagram, c'est super. Mon adresse email, c'est astrid@astridlefebvre.com. Donc facile aussi. LinkedIn, j'y suis beaucoup moins active parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Exactement. Choisir ses préférés. Et moi, je préfère Instagram que LinkedIn. Et j'adore le format newsletter. Donc ça me plaît beaucoup. J'ai fait un épisode de podcast sur We Love Bench & Brand qui s'appelle Oser vendre et aimer ça. En 15 minutes. En 15 minutes où, en effet, tu peux... Je mettrai le lien. On peut aller écouter pour un complément d'information. Exactement. Et puis, contactez-moi parce qu'en fait, moi, j'adore ça. Je suis justement très généreuse de mes appels découvertes où je suis ravie de coacher sur 45 minutes, 60 minutes pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire et puis se rencontrer. Parce que je pense beaucoup que le coaching, c'est une histoire de rencontres, d'atomes crochus, d'affinités. Mais il y a plein de choses incroyables à faire. En tout cas, moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment du one-to-one, du sur-mesure. En même temps, tous les vendredis, on se voit en collectif et c'est sur 12 mois. Donc, c'est vraiment un voyage transformatif. C'est vraiment un voyage vers soi avec cette conviction que le chemin, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de réalisation personnelle et on apprend tellement sur soi dans la relation à l'autre et dans la vente. 100% d'accord. Pour finir, quelques petites questions rapides. Vendre, c'est un acte généreux. Prospecter, c'est aller vers l'autre, aller vers l'humain, créer des liens. Un bon prix, c'est celui qui est juste pour soi. Le meilleur canal aujourd'hui, c'est dépendant de chaque personne et de chaque produit et de chaque service. Le mot que tu veux qu'on retienne aujourd'hui? Abondance. Magnétisme, abondance, confiance. Je pense que fluidité, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde en fait. Et que la vente, ça peut être fluide. Et en tout cas, d'aller comprendre qu'est-ce qu'on vient chercher quand on veut vendre un produit ou un service. Donc qui je suis, qui je veux être au service de mon entrepreneuriat, c'est des questions hyper puissantes qui nous permettent de grandir et d'aller avec plus de fluidité, de magnétisme vers son client de cœur. Merci beaucoup Astrid. Merci à toi Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.